à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente un essai du nouveau Cupra Formentor 2024-2025. Je vous l'avais présenté en studio, un des premiers dans le monde. On avait la chance de les voir avant leur sortie. Là, j'ai cette version avec ce côté mat un petit peu doré, très sympathique. Je vous fais un essai de cette version PHEV. J'ai choisi d'essayer la version PHEV puisque c'est une des versions les plus vendues sur le Formentor. Et d'ailleurs, le Formentor représente chez Cupra 60% des ventes. Ouais, c'est la voiture la plus vendue de Cupra. Donc je me suis dit, Formentor, PHEV, bref, normalement, là, on a bien misé avec la version VZ Extreme qui est en gros la plus optionnée. Alors il manquera 2-3 petites options parce que c'est des véhicules encore de pré-production on va dire, mais c'est les premières qui ont été produites. Les gens qui prendront les packs ensuite auront la totalité bien entendu. Il était restylé en même temps que la nouvelle Leon. La Leon, si ça vous tente, vous me le mettez dans les commentaires. Je vous en ferai un essai un petit peu plus tard parce que là on n'avait que 2 jours et je pouvais vous faire qu'un seul essai puisque comme c'est une version PHEV, maintenant ils annoncent plus de 100 km en 100% électrique. Et vous allez voir que vous allez être assez bluffé parce que moi, je l'ai été. On a essayé le Tiguan, qui est la même base que ce Formentor. Et je vous avoue que là, j'ai fait beaucoup plus en termes d'autonomie en 100% électrique. Alors, ce n'était pas exactement les mêmes conditions, mais assez bluffé. Restez pendant cette vidéo pour l'essai conso. Le Formentor, donc, c'est un des best-sellers de Cupra. Il garde en gros la même philosophie, est un petit peu restylé, surtout la signature lumineuse à l'avant et à l'arrière. C'est surtout ça, moi, qui va me faire changer sur cette voiture. Sinon, on garde un peu les mêmes proportions, les mêmes gabarits, toujours des lignes très tendues. Et j'ai même l'impression qu'il s'affirme encore même un petit peu plus qu'avant. Il ne fallait pas changer trop une recette qui gagne, parce que le Formentor, c'était déjà une très belle auto. Et j'avoue que là... alors j'aimais beaucoup les feux, il va falloir se faire à ces 3 petits triangles ici, mais l'arrière j'aime beaucoup le long bandeau que vous avez vu en intro, on va repasser sur l'arrière juste ensuite. Si vous voulez revoir en détail, je vous ai fait une présentation en studio de cette voiture lorsqu'elle était sortie avec vraiment tout ce qui changeait. On revient rapidement là-dessus, sinon vous tapez Mécanique Sportive Formentor 2024, vous allez tomber sur la vidéo en studio où toutes les infos seront là. Au niveau des motorisations, il sera disponible en essence, en micro-hybride, en diesel et en hybride rechargeable. Aujourd'hui, hybride rechargeable 272 chevaux. Il existera donc en 272 ou 204 chevaux dans les hybrides rechargeables. Il existera même une version qui sera très peu vendue en France. Si vous en avez un en France, franchement, bravo à vous, parce que c'est 60 000 € de malus sur la version 333 chevaux avec le 2 litres TSI que l'on retrouve dans tout le groupe Volkswagen, sur la Golf 8R, sur tous les véhicules un petit peu sportifs et qui font 333 chevaux. Et il existe également sur la Leon VZ également. Ensuite, il y a le 2 litres TDI 150 chevaux et ensuite donc les 1,5 litre e-hybride, donc 272 chevaux comme aujourd'hui ou 204. La différence, c'est juste le moteur qui fera 150 chevaux comme le 1,5 litre ITSI 150 chevaux, donc qui est couplé à une partie électrique de ce côté-là, qui elle fait 115 chevaux. Donc soit on aura 150 chevaux plus 115, soit on aura 170 plus 115. Et à ce moment-là, ça nous donnera ces puissances cumulées 204 ou 272. Une motorisation que j'aime beaucoup dans le groupe Volkswagen, que ce soit chez Audi, Skoda, Cupra, Seat, etc. C'est le nouveau ITSI 1,5 litre qui consomme vraiment très peu. On verra, là je vais d'abord épuiser la batterie, 100% de la batterie, et ensuite on fera une autonomie en juste hybride, voir ce que ça consomme également, parce que moi c'est ça qui m'intéresse également. Au niveau de la batterie, grosse évolution comparée à avant. Maintenant, on passe sur la nouvelle batterie de cette plateforme. On passe une batterie de 19,7 kWh. C'est annoncé jusqu'à 120 km en WLTP sur du mixte. On va voir ce que ça donne. Et franchement, belle surprise. Je ne m'attendais pas à faire autant. Et je crois que c'est mon record avec une voiture hybride rechargeable en termes d'autonomie. Cette nouvelle couleur s'appelle le Century Bronze Mat. Il y aura un nouveau gris encelade mat également et il y aura même un nouveau bleu Fjord qui arrivera sur certaines autos. 9 types de jantes disponibles entre du 18 et du 19 pouces. On aura 9 couleurs au total. On aura toujours les finitions standard, ensuite les finitions V et VZ, et là j'ai une finition VZ extrême qui amène encore quelques petits trucs en plus, comme les sièges carbone à l'intérieur, le pack bronze qui était enlevé et qui est passé maintenant en black chrome, comme ils appellent ça, toutes les aides à la conduite, bref, le pack complet.
C'est une voiture qui mesure toujours 4,45 m de long, 1,86 m de large et 1,53 m de haut. Donc c'est pas si haut que ça et on a quand même les barres de toit avec ce toit vitré en plein milieu. Sur l'avant, pas mal d'évolutions, surtout ici avec ce shark nose, ce qu'ils appellent ça en gros comme le nez de requin là, avec l'avant comme ça et les dents plus loin. Donc en gros ça plus loin, ça revient. Le logo Cupra posé ici à plat maintenant qui n'est plus sur la face avant, c'est plutôt joli, toujours en bronze le Cupra. Et ces feux ici qui changent vraiment avec les 3 petits triangles et le bloc optique. Ici on retrouvera également maintenant des feux matriciels pour avoir les pleins phares avec le détourage. Ça je trouve ça cool. Les antibrouillards qui sont remontés ici et qui se font un petit peu avec cette forme triangulaire. Avant il me semble qu'ils étaient bien plus bas. On retrouve toujours des gros rideaux d'air pour le côté héros, des parties noires ici, tout est peint, pas de plastique apparent sur cette version haut de gamme. En tout cas, pareil à l'avant, là ici, petite évolution. Capteur pour les aides à conduite, conduite de niveau 2, tout ça, vous connaissez. Sur le côté, pas d'évolution pour ce Formentor, là on retrouve vraiment la même chose, juste cette couleur qui lui va vraiment bien. C'est un petit peu bronze, doré, café. Selon la lumière, selon le soleil, ça change également de couleur. Et selon les angles, par exemple, là, comme je le vois là, ça paraît même juste gris mat, alors que là, c'est vraiment un petit peu plus doré. Au niveau des jantes, je vous disais 9 types de jantes. Là, aujourd'hui, on a celle-ci avec le diamantage bronze et on a des gros freins puisqu'on est sur la finition VZ. Donc, plusieurs choix. Soit vous avez la version 2 litres à 333 chevaux. Là, vous avez des freins Akebono, par exemple, en 4 pistons comme ça, mais encore plus gros. Soit on a les Brembo sur ces finitions en hybride rechargeable. On a quand même 272 chevaux. Le freinage mord plutôt bien. On a des gros freins sur bol alu à l'avant. À l'arrière, on a juste un monopiston avec un étrier flottant. Je vous avoue que c'est largement suffisant. Et dans tous les cas, on a un gros freinage en régénération électrique et ça fonctionne vraiment bien. On se fera un petit test un petit peu dynamique en mode Cupra ou même en mode profil performance. Juste ici, effectivement, avec cette trappe de recharge où cette fois-ci, maintenant, on a le chargeur DC pour pouvoir recharger jusqu'à 50 kW. On a le 11 de base plus le 50 qui va nous permettre une recharge beaucoup plus rapide qu'avant. L'avantage, c'est que même sur autoroute ou autre, on va pouvoir recharger. Là, on fait ses courses, on a juste besoin d'une petite heure, en gros, ou même une petite demi-heure. À 50, ça recharge beaucoup plus vite. En gros, il faudra environ une demi-heure sur un chargeur rapide. Un petit coup de 3/4 arrière parce que vous me connaissez et j'aime bien les 3/4 arrière. Cette partie ici, très posée, on peut vraiment s'accouder au-dessus de son bloc optique. C'est joli, ça fait des formes ici ultra marquées, surtout cette ligne-là avec les ombres et le côté mat, ça amène un truc vraiment très cool. Et le long bandeau lumineux, juste ici, toutes les arches de roue et autres, tout est peint, comme je disais. Belle finition en tout cas sur cette finition VZ Extreme. Sur l'arrière, on retrouve donc cette nouvelle formule également avec les 3 triangles. Là, on retrouve à l'avant, donc écarté aux extrémités de la voiture. Et ensuite, une ligne qui nous amène au logo Cupra qui est illuminé ici en plein centre. Ça, c'est vraiment joli. Pareil, il est en 3D à l'intérieur, caché sous ce plexi. Ça amène du style. Le Formentor n'est pas noté à l'arrière, il y a juste la marque Cupra parce qu'ils veulent vraiment travailler sur la marque Cupra. Et le Formentor est noté ici en petite découpe laser dans le bloc optique et on le voit seulement lorsque le feu est allumé. Sinon, il faut se poser la question. Mais c'est vrai que c'est marqué nulle part. Est-ce que vous êtes pour qu'on marque le nom de sa voiture ici, par exemple Formentor ou pas, ou désiglage total? Parce qu'au final, là, on reconnaît quand même le Cupra, mais il faut l'écrire pour ceux qui ne connaissent pas. Long becquet ici, je vois pas le troisième feu stop. Pas de troisième feu stop, ok. Peut-être que comme il y a ça, il n'y a pas besoin du troisième. Ou c'est peut-être ça qui sert de troisième. Ah, bonne question. Ensuite, tout est peint en mat ici. Ensuite, des parties brillantes. Donc pareil, en même couleur que ce qu'il y a autour des bas de caisse et à l'avant. Et ensuite, on a juste une partie ici qui est d'une autre texture. Alors, c'est une sorte de mi-mat, mi-brillant, un entre-deux et des faux échappements, puisqu'on est sur une finition VZ, donc on veut un petit style, mais l'échappement est bien caché juste en dessous. De toute façon, c'est juste un petit 1,5 litre TSI au final qui alimente tout ça, mais on a quand même 272 chevaux, on peut en surprendre plus d'un sur la route. Le coffre, on retrouvera un volume ici de 450 litres. Ce qu'il faut savoir, c'est que les batteries sont sous les sièges des passagers et ce qui se trouve en dessous ici, c'est le réservoir d'essence qui a été déplacé pour pouvoir garder un volume de coffre assez généreux, on va dire.
Alors hop, je bouge mes affaires ici, parce que vous voyez qu'il y a pas mal de choses. Il y a les câbles de recharge, le chargeur et autres. Moi j'ai mon sac de rando. On a 2 parapluies ici. En dessous, comme je vous disais, on retrouve le réservoir qui est caché juste là. J'ai encore des trucs sur les côtés avec le kit anti-crevaison de ce côté-là. Il y a un autre truc de l'autre côté. Bref, quelques petites choses. Et vous savez que le Nico rentre partout. Hop là. Donc même comme ça, avec tout ça, j'arrive encore à rentrer dedans. Alors c'est pas le plus volumineux des coffres, mais pour un PHEV, 450 litres, je trouve pas ça déconnant. Place ici, en dur, et si je tire, là non, ah non, il n'y a pas les poignées là pour tirer. On a juste de quoi mettre des sacs sur des crochets. Il faudra rabaisser la banquette arrière de l'arrière. À l'arrière de ce Cupra, première chose que vous allez voir quand vous allez ouvrir, c'est ces sièges en carbone qui sont juste magnifiques. Ça fait vraiment plaisir. Et en plus, il y a même la fixation Top Taser ici pour le siège bébé sur un siège en carbone. Ça, c'est beau. Je ne sais pas si Ferrari fait la même chose sur ses sièges en carbone. Bref, à l'intérieur, on va commencer par la portière, comme d'habitude, sur le haut. Plastique dur, très basique, tout comme sur le bas. Et ensuite, là, sur la partie milieu, les endroits où on va le plus toucher, des textures beaucoup plus sympas avec toujours des petites surpiqûres cuivrées et des surpiqûres également sur le côté. On a la commande de fenêtre ici. Non, la voiture n'est pas démarrée. Autre truc sympa, c'est cette partie ici en cuir qui vient jusqu'à la portière avec l'airbag latéral à cet endroit-là de chaque côté. Donc ça mène un petit plus de confort et c'est plus sympa aussi au toucher. Je viens m'insérer ici, le petit crochet ici pour le cintre. Donc là, le siège est réglé en position, c'est moi qui conduis. Siège très sportif, très joli, franchement, même de l'arrière. Je suis content d'être là, je me dis, waouh, le chauffeur, il est content. Il a de l'argent, il pèse parce que siège carbone, tu là, tu dis, ah ouais, quand même. Je relève mon petit appuie-tête. Nicolas 1m80, regardez l'espace qui me reste au genou, c'est très généreux. Le bac, ici pour les pieds, c'est pareil, j'ai de l'espace. Je suis bien. Je retire mon accoudoir à cet endroit-là. Je suis bien installé, je suis bien posé. J'ai de la place pour tout. J'aurais peut-être bien aimé que le plancher soit un peu plus creusé ou les sièges un poil plus haut pour avoir un peu plus de maintien ici au niveau des cuisses. Parce que sinon, il faut vraiment que j'avance les jambes. Et là, je vais toucher des trucs en dessous du siège, les raccords électriques et tout, pour avoir un bon maintien. Maintien latéral, on en a un petit peu. Comme on a une sorte de textile ici qui accroche énormément au centre, ça va. Plus des petites parties Alcantara. Et ensuite une sorte de cuir. Alors c'est plus du vrai cuir maintenant, c'est du vegan, matériaux recyclés. Tout ça, on essaye de plus tuer d'animaux. Au niveau de la tête, ça va. C'est juste si je me mets vraiment droit. Non, même vraiment droit, ça va. C'est juste je vais sur le côté ici, à cet endroit-là, venir toucher là. Mais sinon, juste si je me mets tout droit et que je ne bouge pas trop, ouais, je suis bien. Et oh, l'appui-tête est assez confort. Il est un petit peu moussé. Ouais, c'est pas trop mal. La banquette, elle ne s'incline pas, elle ne coulisse pas. Banquette assez simple ici. Et comme je disais, on a les batteries qui sont situées sous cette banquette. Donc si on lève, non, je ne pense pas qu'on puisse lever comme ça. On n'y a pas accès. On a le pack de batterie. Climatisation ici, tri-zone, donc 2 zones à l'avant, une zone ici, on peut régler sa température. Port USB, 2 ports USB-C ici pour une recharge rapide. Un gros tunnel central puisqu'il existe des versions 4 roues motrices, des versions plus puissantes. Et la place du milieu, donc sur quelque chose d'assez plat avec ici qui est un accoudoir. L'assise, alors c'est beaucoup plus ferme et le dossier également beaucoup plus ferme. Mais il me reste de la place. J'ai presque de quoi passer mon 44 ici à côté des rails. J'incline un petit peu et ça passe. Ça me permet d'avoir les jambes un peu resserrées et pas forcément les pieds en canard. Même au niveau de la tête, il me reste de la place. Là, j'ai une très belle vue sur l'écran central à l'avant. Et clairement, ouais, ça le fait. Je ferai un petit peu de route, traverserai pas la France ici. Mais ouais, c'est sympa. Puis ça, c'est beau. Oh la vache. Si vous pouvez vous le permettre, ça, je vous le conseille clairement. Bon, et le petit tour habituel avant de rentrer à l'intérieur pour que vous fassiez vraiment une idée des proportions, du look, du style, des contrastes. Regardez là, cette ligne incroyable, celle-ci pareil là, qui se tend sous le rétro. Et là à l'arrière, le 3/4, oh là là, selon les reflets, comme vous le voyez, hein, comme je vous disais, selon les endroits, vous avez vu là, ça paraît presque gris mat. Regardez là, hop, là c'est gris presque, et ça change de couleur. Et là, regardez, pareil, ça devient plus bronze.
Allez, je viens m'insérer ici à l'avant. À l'avant, c'est plus quali, donc plastique moussé ici, Sono Schneider. Bandeau LED ici qui fait le tour de l'habitacle. Ça, on connaît chez Cupra. Les parties qui sont jolies. Franchement, le conducteur, c'est vraiment soigné pour lui. Des bacs ici dans les portes, on pourra mettre des bouteilles. Alors, je suis à peut-être qu'une 1,5 litre passera ici en débordant un petit peu. La trappe de réservoir et ouvrir le coffre juste ici. Pareil, les surpiqûres de cette façon. Et cette partie-là, un petit peu moussée. On retrouve le Cupra ici qui est illuminé. Siège Sabelt. Et là, surtout, qui sont en carbone, comme je vous disais, avec le logo Cupra, les beaux sièges, les surpiqûres. Bref, ce siège est magnifique. Et je vous le remontre de l'arrière pour vous montrer un petit peu l'environnement, à quoi ça ressemble. C'est vraiment très très sympa. On s'y mettrait presque des harnais et on se ferait peut-être un tour en herbe. Sièges qui sont tout de même s'ils sont en carbone, électriques, juste ici. Pédalier, double pédalier un petit peu sportif, gros repose-pied sur le côté, comme on peut le voir. Ensuite, je vous représente juste très rapidement l'intérieur parce que je vous ai déjà fait une vidéo de présentation. Je me recule. Le volant qui est nouveau également. Et on retrouve les satellites juste ici avec les modes Cupra Start Engine. Ça, c'est pour toute la navigation là-bas. Ça, c'est pour les aides à la conduite. Allez, bougez pas, je vous la démarre. Hop, appuyez pour le frein, démarrer. Et voilà. Bonjour ma petite Cupra. Petite animation. Powered by Schneider, quand vous avez pris l'option, la date, tout ça. On a des raccourcis sur l'écran, sur le haut. Ensuite, on va voir le menu qui se lance. On peut avoir nos icônes comme sur un smartphone. Bref, toute la modernité également du MIB à l'intérieur. Des palettes derrière le volant, les essuie-glaces de ce côté-là, les clignotants et les pleins phares de ce côté-là. Les modes pour les feux, c'est juste ici. Là, je peux appuyer comme ça. Juste les veilleuses, laisser comme ça, les anti-brouillards, etc. Le dégivrage à l'avant et à l'arrière. Donc pour la clim, c'est ici. Donc ne pas chercher dans les menus là-bas. On l'a à cet endroit-là. Aérateur ici, double aérateur au centre, aérateur là-bas. Des parties qui sont un peu plus quali qu'avant. Donc là, tout est moussé. C'est joli là-haut également. Ces parties-là qui ont évolué parce que beaucoup de gens se plaignaient que c'était pas terrible et que c'était plastique. Donc là, pareil, on retrouve cette partie un peu moussée, surpiquée. Donc pour les genoux. Alors, je trouve ça que c'est une bonne idée. Par contre, selon comment on est, par exemple, moi, si je roule en short, en fait, les surpiqûres vont venir me frotter ici sur l'os qui vient là. Moi, ça tombe pile poil à cet endroit-là, presque. Donc, les surpiqûres sur le côté, alors, bonne idée, c'est joli, mais voilà. Les ingénieurs, n'hésitez pas à me poser des questions un jour, hein, si vous avez des questions. L'écran qui est gigantesque, on a l'habitude maintenant sur les nouvelles plateformes. Les climatisations sur la partie basse, le volume ici en tactile encore pour ça. Alors moi j'aurais pas mis ça ici parce que des fois si je touche l'écran et je touche le volume, c'est pas forcément ce que je veux faire. Sinon il faut vraiment poser sa main sur le haut et ensuite naviguer comme ça sur cet écran, parce que sinon c'est vrai qu'on bouge assez facilement. Ici, donc on retrouve toujours du digital. Maintenant, à chaque fois, c'est fini les compteurs à aiguilles. On retrouve un chargeur par induction ici, qui est ventilé, donc qui permet au téléphone de ne pas surchauffer lorsqu'on charge l'induction. 2 ports USB-C. Désactiver l'ESP, c'est ici. Avant, c'était démarrer souvent. Et là, ils ont mis désactiver l'ESP. La commande de boîte, ça ressemble à ça. Drive, je tire vers moi. Ça s'allume ici. Reculer. De cette façon, j'ai les caméras. On aura les caméras 360 degrés sur les packs VZ Extreme. Là, on ne les a pas parce que version de pré-série. Si je suis en drive, je tire une fois, je retire une deuxième fois, je passe en sport. Le auto hold qu'on active ici, le frein à main et verrouillage de la voiture ou déverrouiller. On retrouve un petit rangement ici fait pour sa clé, justement, hop, qui vient se caler juste ici si on n'a pas le petit porte-clés. Et de ce côté-là, un petit endroit aussi. Donc ça, c'est par exemple l'adaptateur USB-C à USB au cas où vous n'avez pas envie de racheter un câble complet. Ensuite, des petites madeleines et des bonbons. Donc double porte-gobelet ici pour les petites canettes, pour les grosses canettes juste là. Et on retrouve un rangement en dessous avec le port 12 volts ici en allume-cigare. La couleur, on peut le régler sur plusieurs hauteurs. Et hop, il redescend et il coulisse un petit peu. Les sièges, donc ça je vous les ai montrés, mais je vous le remonte parce que c'est quand même très très joli, belle finition. Le toit ici, donc que l'on connaît, c'est toujours le même, il n'a pas évolué. Donc partie avant ouvrante
et à l'arrière un petit peu panoramique. Sur le haut, on retrouve la touche SOS et les LED juste ici. Miroir avec les petits bords fins, bien sûr, électrochrome. Et là-haut, on retrouvera donc notre miroir ici avec la LED bien blanche. Sur le haut, tout le monde a sa petite poignée. Boîte à gants aussi, ça peut être important. Assez spacieuse. Et une partie texturée ici. Franchement, c'est une très belle voiture, ça donne vraiment envie et on va aller voir ce qui se passe surtout. Si vous avez besoin, je vous ai fait une vidéo complète sur la chaîne, vous tapez système multimédia Volkswagen Tiguan, c'est exactement le même avec toutes les infos de cet écran, donc du MIB4, vous retrouverez ça sur la chaîne. Bref, allons l'essayer et tester son autonomie, là j'ai hâte. C'est parti pour le test de cette voiture, vous me connaissez, alors là on a fait un détour parce que j'ai demandé à faire recharger la voiture, le mec trop chiant, mais vous me connaissez, j'aime bien qu'on parte à 100%, on a rechargé sur une petite borne Tesla, donc démarrage, hop, donc cette fois-ci je me mets en mode électrique, on va privilégier l'électrique, vider 100% de la batterie, j'adore, dans ces sièges carbone là, super sportifs qu'on retrouvait dans les VZ5 là, j'adore, c'est beau. Donc ma direction assistée, tout ça, je vais tout de suite enlever mes aides à la conduite, le line assist on enlève, ok, le alerte de vitesse on enlève, travel assist on remet, hop, on désactive tout ça. Là je suis bon. Ensuite je me mets le GPS, on est parti normalement pour 2 heures de route, réinitialiser toutes les consos parce que là j'ai déjà une petite conso et j'ai roulé. Allez c'est parti, donc drive en mode normal. Je retourne dans mon CarPlay, l'écran est gigantesque ici et je vais voir ce que ça donne. Il va falloir faire demi-tour ici, ça me dit. Ok, on va tester le demi-tour. Ah non, on peut passer là. Hop là. Ce que j'aime bien, c'est qu'à la direction, je sens que j'ai un truc assez sympa. C'est pas une direction trop assistée, c'est plutôt plaisant. On a un bon feeling, on a un volant qui se veut également sportif. Les sièges, en tout cas ces sièges sont incroyables, je suis trop bien dedans. Donc là je suis en mode électrique, je suis en mode confort standard, on a le mode performance, on a le mode Cupra. Bref, on a toutes les options qui vont bien sur cette voiture. On a plusieurs feelings, pareil au niveau de la direction, au niveau de la puissance. En 100% électrique, vous en doutez, ça fait pas un bruit. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo du nouveau Tiguan, c'est la même plateforme, c'est la même batterie, c'est les mêmes moteurs, sauf que moi j'avais essayé la version 204 chevaux. Là c'est la version 272 chevaux qui existe également sur le Tiguan. Mais pourquoi prendre un Tiguan quand on peut prendre un Cupra Formentor qui a un look incroyable? On a exactement la même chose, sauf que celui-là, le châssis est arrière un petit peu plus sportif, on a des jantes, on a des gros freins, on a une voiture qui quand même est beaucoup plus cool. Tiens, là je vais faire exprès de passer dans les anomalies. Les routes en Suisse sont pas aussi bien que les routes chez nous en Suisse. En Italie, ça amortit plutôt bien, c'est confortable. Pourtant j'ai de très grandes jantes. Ça réaccélère suffisamment, hein. On a plus d'une centaine de chevaux en électrique, c'est 115 chevaux en élec. Mince, il fallait tourner là. Je vais jamais m'en sortir. Au niveau de la suspension, on sent que c'est quand même ferme, mais ce n'est pas inconfortable, je trouve. Et pourtant, ces sièges sont pareils, hein, très sportifs, mais ça apparaît pas inconfortable. Là, je suis parti pour 2 heures environ. On va voir ce que ça donne. Je vous en reparle dans 2 heures. En tout cas, moi, j'aime beaucoup les positions de siège comme ça, parce que je suis bien maintenu, autant au niveau du dos que de l'assise. Alors, lorsqu'on est en électrique, c'est pareil. Ouais, sur les gros trous, on sent que c'est ferme, mais c'est pas du tout inconfortable. Au niveau du moteur, donc c'est le moteur électrique est couplé à la boîte de vitesse, donc ça passe les rapports même en électrique. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir. Il y a des voitures électriques où c'est juste par exemple des fois sur l'essieu arrière et c'est un seul moteur avec une seule vitesse ça marche avant, une seule vitesse ça marche arrière. Là, c'est un moteur électrique qui va fonctionner avec la boîte de vitesse, qui va entraîner l'axe de la boîte de vitesse. Donc on va voir les rapports qui se passent. On peut le sentir au niveau du passage de rapport. Les 115 chevaux sont largement suffisants pour le quotidien. Tenez, on va se tester un rayon de braquage. Hop, tout petit rond-point. Ouais, c'est pas trop mal, hein, pour ce genre de voiture. Pour une voiture un peu sportive.
GPS va se dire mais qu'est-ce qu'il fait Nico? Là je suis à 50 km/h. On a un petit peu de bruit de roulement. Tiens, il y avait un truc que j'avais détecté sur le Tiguan. J'ai l'impression que ça le fait un petit peu moins là. Bougez pas. Alors j'entends quand même aussi un petit peu ce bruit un petit peu mécanique, ce bruit un petit peu d'accélération lorsque j'accélère, puisqu'au final ça fait quand même tourner la boîte de vitesse et autres, donc forcément ça fait un petit peu de bruit. Ça s'entend et ça amène un côté, ce n'est pas une voiture 100% électrique. Allez, on avait Bologne à gauche, là on va de l'autre côté, on va aller se mettre sur du plus roulant, ça a l'air d'être une autoroute, elle s'appelle l'A1, comme chez nous. Alors là ça dit 110, allez, je relance. Franchement ça relance plus qu'assez pour le quotidien comme ça. On peut rouler jusqu'à 135 km/h en 100% électrique. Ensuite ça démarre forcément le moteur thermique parce que au-dessus de 135 ça va consommer déjà beaucoup. Il sera plus intéressant de rouler dans ce cas-là en thermique. Allez, ce que je vais faire, tiens, je vais me mettre sur des petites routes comme ça à 80. Donc je vais me régler mon travel assist par exemple. Alors 20, moi je veux ça, 7, comme ça. Je me fais déjà 80. Donc travel assist, vous connaissez, dans tout le groupe Volkswagen, ça fonctionne super bien. On a la conduite de niveau 2, la voiture gère toute seule, centrage de voie, régulateur adaptatif, tout ça, tout ça. Gros camion là. On n'a pas les vitres doublées. Je sais que sur le Tiguan c'était possible à l'avant et à l'arrière. Il faudrait vérifier sur celle-ci. On entend un petit peu les bruits de roulement tout de même qui remontent dans l'habitacle. Pourtant on est sur un goudron relativement propre. Après au niveau de l'environnement, ça va, ça reste plutôt correct. Si je veux aller à 90, j'appuie une fois là sur le bouton, plus ça monte de 10 en 10, plus elle s'adapte au trafic qu'il y a devant. Des bruits de roulement en fait qui remontent, ce qui est tout à fait normal, pas de bruit de moteur, rien du tout. Voilà, c'est le côté électrique. Allez, je vais mettre à 110 puisque c'est 110 ici. Le GPS me dit 130, alors je ne sais pas si c'est vraiment 130 ou c'était pour les travaux peut-être. Ah, c'est peut-être 130 comme les autoroutes chez nous. Comme c'est le pack extrême, j'aurais peut-être bien aimé que ce soit inclus les fenêtres doublées avant-arrière. Alors peut-être que comme c'est une pré-série, c'est pas le cas. Mais ça c'est une petite option que je trouve assez intéressante à prendre lorsqu'on peut, parce que c'est un confort supplémentaire de ne pas entendre ce qui se passe vraiment autour. Hop, là. Allez, à 110. On a juste un petit peu plus les bruits de roulement. J'ai surtout l'impression que ça vient de l'arrière. À l'avant ça va, et c'est juste un petit peu la résonance qu'on a dans l'habitacle. Mais à part ça, là je suis à 105, 106, 110. Le côté aéro est très bien fait parce que j'ai absolument aucun bruit du vent, et ça c'est assez bluffant d'ailleurs. C'est sûrement pour ça que j'entends les bruits de roulement, parce que j'ai absolument aucun bruit du vent. C'est assez impressionnant. Peut-être parce que j'étais un peu protégé par les camions et tout, mais ça commence très très légèrement là. Là je suis sur une zone bien plus plane et plus dégagée. Ça s'ouvre pas mal aujourd'hui. C'est hyper discret. En plus j'ai le toit ouvert. Enfin vitré sans la protection. Allez, je vais mettre à 130. Ça réaccélère tout seul. À 120 ça commence légèrement à se faire entendre, tout petit peu plus les bruits du vent. Toujours les bruits de roulement. Alors les bruits de roulement, j'ai pas l'impression qu'ils s'amplifient plus que ça. J'ai l'impression que c'est toujours un petit peu pareil. Donc là je suis à 125. Je vais mettre la distance minimum. 130. Alors là j'ai très légèrement des bruits du vent. À 130 c'est cool par contre. Et toujours le moteur qui est coupé. Donc
on va se faire quelques kilomètres comme ça pour se faire un vrai mix. Il faut prendre la sortie dans 10 km, donc je vais faire 10 km quand même d'autoroute. On va essayer de rester 10 km à 130 en sachant qu'à 130 km/h on consomme quasiment 30 à 40% plus que si on était sur des petites routes de campagne en 100% électrique. Mais comme ça vous fait un vrai mix de ce qui peut se faire avec cette voiture. Après il va sûrement y avoir un petit peu de trafic, mais je trouve ça assez intéressant de le faire comme ça. Bon allez, je vous reprends à la sortie. Pour le moment il me dit, alors je vais retourner là-bas, hop, donc 0 litre au 100 bien entendu. Pour le moment sur 12 km j'ai consommé 15% de batterie. On continue, on va voir surtout à 50 km combien il restera. De nuit, petit éclairage ambiance là qui fait le tour, sachez que prendre l'habitude et un petit peu dans les poignets au niveau des haut-parleurs, au niveau des pieds. Quelque chose d'assez simple, mais j'aime bien ce tour comme ça là, avec les rappels d'angle mort, etc. C'est assez sympa. C'est vraiment différent de ce que les autres marques font au moins. Bon. Et d'ailleurs, là j'en arrive à la sortie. 20 km à réaliser, il me reste 73 km. Elle est sortie dans 600 mètres, on essaie de doubler les camions. 500 mètres, il faut sortir ici. Hop, allez, sur ma droite. Au freinage, ça régénère à chaque fois. Dès que je relâche, ça régénère. Donc après, c'est comme une voiture hybride ou électrique. Donc à régénération à chaque fois qu'on relâche ou qu'on freine. Donc il me reste 72 km d'autonomie après 21 km, dont 12 en gros sur autoroute. Petit point conso, là je suis à 32 km et c'est repassé à 70 km d'autonomie. Donc on revient à 100, comme quoi les petites routes de campagne, ça consomme vraiment beaucoup moins. Allez, là il y a 2,7 km de sinueux. Je vais le faire en mode confort et en électrique pour voir le dynamisme, même en mode confort, puisque avec ces nouvelles suspensions, même en confort, la voiture, ce qui est assez bluffant, c'est qu'elle reste extrêmement bien à plat. Tout ça dans le confort, et là en plus en élec, tout ça dans le silence. C'est assez bluffant. Des fois c'est vraiment marrant les voitures qui font pas de bruit, ça parce qu'on roule assez vite et on se rend pas compte de la vitesse et on se dit mais ça tient super bien. Le Formentor c'est quand même un véhicule qui se veut un minimum sportif, hein, donc le châssis est retravaillé et franchement, en plus dans ces sièges, il y a un maintien incroyable, ça tient super bien la route, c'est hyper précis. Bref, le Formentor quoi. Et encore, j'ai pas pris la version 333 chevaux, ils en avaient une, ça je l'amènerais bien au Nürburgring. Je ferais bien une petite vidéo avec la 333 chevaux et qu'on aille au Nürb et se faire un petit road trip plaisir. Je note ça quelque part là sur mon planning. On essaye de se refaire ça avec essai conso, plaisir et autres. Parce que le Formentor pour moi c'est quand même une sacrée caisse et j'avais adoré. Je l'avais essayé à l'époque quand il venait de sortir. Je l'avais trouvé fou. J'ai essayé le VZ5 que je trouve qui est un des SUV les plus cool qui existent. Parce qu'avec ce look et avec le moteur 5 cylindres de la RS3, c'est juste exceptionnel. Bref, là en version PHEV avec maintenant plus de 100 km d'autonomie, pas de TVS pour les sociétés, aussi avantages fiscaux, tout ça, pas de malus, le plaisir de conduite au quotidien quand même en élec, et surtout la consommation en baisse, même si c'est des voitures qui valent extrêmement cher et qu'en vrai quand on achète une voiture à ce prix là, je pense qu'on s'en fout un petit peu de payer l'essence et souvent la plupart des gens qui s'achètent ça, c'est des gens qui achètent sur la société et au final on fait passer les frais. Donc bon, vous voyez ce que je veux dire quoi. C'est plus pour le côté écolo et surtout impôt je pense. Bon, je viens d'arriver à 50% de batterie. Là, je suis pas mal en montée. Il y a eu un petit peu de descente. Tout à l'heure, j'ai rechargé 3% dans la descente. Là, je consomme beaucoup plus parce que je suis en montée. Donc, l'avantage de la montagne, c'est ça, c'est que en montée, on va consommer certes plus. Par contre, en descente, on va recréer de l'énergie. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, même les gens qui habitent dans les régions montagneuses, le PHEV, ça peut être hyper intéressant pour ne jamais démarrer son moteur. User beaucoup moins ses plaquettes parce que, en fait, quasiment toutes les phases de freinage se font en électrique, donc on consomme pas du tout de plaquettes
ça peut être aussi une phase intelligente. Donc là, 50% de batterie, il me reste 60 km d'autonomie. Donc on peut voir que ça évolue. On pourrait normalement être censé faire plus de 100 km parce que il me reste 60 km d'autonomie et j'ai déjà parcouru 58 km. Ça veut dire qu'on arrivait presque aux 120 km annoncés. On avait fait un petit bout d'autoroute. Il n'y a pas beaucoup de bout à 110 ici. J'avais fait plus de bout à 110, beaucoup plus de bout à 110 avec le Tiguan. Et c'était pas une région montagneuse, la vallée de Chevreuse ou le Vexin. Donc on peut voir que selon les conditions, ça peut être assez bluffant. Ces nouvelles versions PHEV avec ces grosses batteries de 19,7 kWh. Hâte de voir là si on arrive aux 120 km. Ah, ça m'intrigue maintenant. J'aimerais bien savoir. Mais là on va faire que des petites routes de campagne comme ça jusqu'à la fin. Donc c'est dans ces conditions où le PHEV est également assez idéal parce que ça consomme peu. On peut faire des super longues autonomies. Après comme je disais sur l'autoroute, ça consomme beaucoup plus. Bon, j'arrête les petites routes de campagne où c'était montée-descente, montée-descente. J'en suis à 84 km réalisés, il me reste encore 32%. Et comme on a fait pas mal de descentes, la voiture s'est dit « Ah bah tiens, ça consomme pas trop ». Et franchement, on a une moyenne à 16,3 kWh au 100, ce qui est vraiment pas mal. Là, c'est reparti pour des routes à 90 ici. Donc hop, ce que je vais faire, c'est hop, ça, 90, travel assist. À partir du moment où ça roule comme ça, hein, vous me connaissez, je laisse la main là. Et volant capacitif, il sait que je suis là. Ça conduit très bien tout seul, toujours en élec. Il me reste 31%, 46 km annoncés. Donc franchement, assez bluffante. Hein. 16,5, c'est top. Après, il y a eu beaucoup de descentes, donc forcément ça recharge et ça baisse un peu la conso. Si on fait que du plat, ce sera effectivement un petit peu moins normalement. Il faudrait que je la reprenne pour tester, mais à quoique c'était quand même des routes où c'était 70-80, donc ça consomme pas tant que ça non plus. Ils sont peut-être vraiment juste bons. C'est juste que le Tiguan, j'avais fait quand même pas mal de routes à 110 et d'autoroute. Donc elle a l'air de bien se débrouiller. Hein. 30% il me reste. On va voir. Là, je vais essayer de faire le maximum de routes comme ça. Rester sur du 90, 70. Là, il y a un petit peu de travaux. Mais essayer de faire du 90 au maximum. Allez, hop, là, je repasse à 90. Pour finir, là, les 30 derniers pourcents. Voir ce que ça donne réellement à partir du moment où ça roule un petit peu mieux. Parce que là, j'ai fait tous les petits villages, etc. Donc, intéressant. Bon, ils sont forts. Là, j'arrive à 100 km réalisé en 100% électrique. Il me reste 20 km d'autonomie et 15%. Moyenne à 16,9. Et depuis tout à l'heure, hein, je vous ai repris, je fais que de la route ici comme ça à 70, 90. Et c'est majoritairement du 90. Vraiment pas mal. Si on tient les 120 km, ce serait vraiment très cool. Et toujours dans les silences, le confort, sans émettre la moindre particule de CO2, tout ça en 100% élec. Et dans le calme aussi. Bon, pile poil à la sortie d'autoroute, il me reste 1% et 1 km d'autonomie. Donc là, on va vraiment arriver sur la fin et j'en suis à 118 km réalisés. Franchement, assez bluffant pour une hybride rechargeable d'avoir 120 km quasiment. Donc là, il me reste encore le petit pourcent avant qu'elle repasse en hybride. Il me reste toujours autant de puissance jusqu'au dernier pourcent. Donc vraiment très agréable ici. Il y a un truc qui m'a bluffé également, c'est vraiment le châssis. Il y a des trucs que je n'ai pas filmé. J'étais sur des petites routes ici et le châssis tient extrêmement bien. 0%. Et même le 0% ne démarre pas tout de suite. Ah, c'est une petite légère montée. On ne devrait pas tarder à redémarrer ce moteur à mon avis là. La route à 90, je réaccélère. Allez, est-ce qu'il va démarrer? Il ne démarre pas encore. On arrive à 119. Elle veut vraiment tenir ses 120. Bougez pas. Je ralentis un petit peu. Ça fait un peu de freinage, mais je réaccélère fort. Allez, à la limite de redémarrer le moteur. Juste en élec. On arrive à 90. Ah, j'ai pas pensé à vous faire le 0 à 100 en 100% élec. Est-ce que vous pensez qu'on peut y arriver là? Bougez pas. Petite route où il n'y a personne. Hop, pom. On se teste 0 à 100. Je suis pas sûr qu'il y ait assez d'élec. Ça pousse quand même franchement bien. Toujours en élec. Toujours en élec. Toujours en élec. Toujours en élec. Et on arrive à 100. Et on est en montée, légère montée.
En vrai, ça suffit largement pour tous les jours. Par contre, ce moteur, ce serait bien qu'il redémarre quand même, parce que bon, depuis tout à l'heure, je vous parle. Allez, on refreine et on réaccélère. Allez, on accélère fort. On sent, voilà, là le moteur a démarré. Amen. 120 km pile poil avant que le moteur démarre. Plutôt bien quand même, hein. On va pas se le cacher. Je suis bluffé, franchement, c'est top. 120 km sur des routes mixtes en ayant fait un peu plus de 10 km d'autoroute à 130 et après en ayant fait du relief. Donc le relief, comme je dis, hein, ça joue parce que dans chaque descente on récupère. À plat on aurait fait moins. Mais je pense que les 100 km sont très facilement atteignables sans souci. Et d'ailleurs, je vous ai pas fait le test rond-point. Regardez, là je suis en mode confort. Et franchement, le châssis est incroyable, ça tient, mais vraiment bien. Avant de sous-virer, il faut vraiment y aller, mais là j'y vais vraiment fort. C'est assez incroyable. Le châssis hyper bon. Et tout ça sans prendre de roulis. Dans mes sièges, je suis hyper bien maintenu. Et même sur le changement d'angle, enfin pas d'angle mais de côté, la voiture elle reste à plat. Une vraie voiture sportive, clairement, mais avec du confort. Et après, il y a plusieurs modes que je vous essaye demain. Là, je rentre, je vais aller dormir et je vous refais un essai demain en hybride et avec les modes sport, etc. On arrive sur du chemin ici, très dégradé, très cabossé, toujours en mode confort. Ça reste toujours très confort. Franchement, là je fais exprès de passer dans les gros trous. Ça se passe quand même super bien. Allez, je réaccélère un petit peu, prendre un petit peu de rythme. J'adore faire ça. Je rêverais un jour de faire du rallye. S'il y a une marque un jour qui veut m'inviter à faire du rallye, je rêverais d'arriver et là être flat à fond, comme sur la neige, mais sur de la terre. Alors, par contre, il faut faire super attention, il faut anticiper des freinages, des réaccélérations et autres. Mais pareil, les freinages comme ça. L'ABS fonctionne vraiment bien, pied dedans. Le SP fait en sorte de bien motricer. Il patine un poil, mais ensuite ça y va bien. Franchement, toutes les technologies, ça marche quand même relativement bien de nos jours. Et pareil, hein, si je fais ça, il fait en sorte de me garder la voiture le plus droit possible avec la direction que je souhaite, alors que c'est hyper glissant. Et pareil sur un freinage, si je freine en tournant, normalement c'est censé déraper sans ABS, et bien là il a gardé ma trajectoire. Bref, l'ABS ça fait des années que ça existe, mais clairement ça fait du bien hein, d'avoir tout ça. Et j'avoue qu'une petite 4 roues motrices là pour arriver, s'amuser. Ah, le VZ5, ça c'était vraiment cool là. Allez, c'est reparti, on est le lendemain matin, je démarre. La voiture se démarre tout de même avec le moteur, au moins là pour chauffer au départ. Il me reste 0% de batterie, 0 km d'autonomie en batterie. Je viens de tout remettre à zéro juste ici et je passe en drive. On va se tester les plusieurs modes de conduite. Le frein à main se désactive tout seul. Alors, donc là je suis en mode confort, route pour le quotidien. Un petit parking où c'est du gravier et autres. La voiture reste toujours hein, assez confortable, comme je le disais. Ce moteur est assez agréable. Ça reste un 4 cylindres, ça c'est une bonne chose. On garde toujours le même confort ici, directement sur du chemin. Ça ne change pas, même s'il y a des grosses anomalies. On sent que la suspension fait très bien son boulot. Là, je suis également un nouveau Formentor et j'avoue que la signature lumineuse est quand même vraiment très jolie avec le V qui entoure le Cupra comme ça. Me voici sur de la route. Je suis en boîte D. Je peux retirer une fois, passer en sport. Donc là, tout de suite, elle me tombe des rapports. Le but, c'est de commencer en drive. Je suis à 50 km/h. Là, ça va commencer à descendre. Je relâche ma pédale d'accélérateur. Je recharge et le moteur se coupe, bien sûr, instantanément à chaque fois. Voiture hybride, donc on passe en hybridation à chaque phase où on relâche, où c'est du roue libre, ou à toutes les phases de freinage. On régénère toujours un petit peu d'énergie, ce qui permet de re-remplir un poids de la batterie, et ensuite les accélérations lorsqu'on va repartir à l'arrêt, ou les petites réaccélérations vont se faire à chaque fois en électrique. Bon, ça on a quand même assez l'habitude maintenant avec les voitures hybrides. Ah, elle redémarre quand même assez vite là.
pourtant je suis en mode confort. Bon, la batterie était totalement vide aussi. Donc ça me passe les rapports. On a la boîte DSG que l'on connaît bien, la DSG 6. J'ai quand même une récupération automatique qui fonctionne également lorsque je suis en hybride et pas forcément que lorsque je suis en électrique. Là par exemple il y avait le croisement, eh bien la voiture a ralenti parce qu'elle savait qu'il y avait un croisement ici. Là je repars en élec par exemple. Parce que là toute la phase de descente, elle a récupéré un petit peu. Donc je repars en élec. Et là elle me dit, hop, ça y est j'ai fini. En fait j'ai une jauge qui va jusqu'au bout. Elle me dit, ah ça y est, tu as épuisé notre petit stock d'électricité qui restait là. Donc on va repasser en thermique. Et après j'ai des petits points pour le boost qui me dit voilà, on est quand même prêt, on a toujours une réserve de batterie pour avoir du boost. Imaginons que là j'ai besoin, je mets pied dedans. Voilà, hop, ça booste pendant un petit moment. Et ça c'est vrai que c'est un petit côté pratique. Alors ça va mettre une petite seconde avant de tomber les rapports et tout envoyer d'un coup. Mais on a toujours une petite partie énergie avec du boost pour doubler par exemple un camion sur l'autoroute ou sur des petites routes et se dire voilà, j'ai besoin d'y aller vite, il va falloir accélérer maintenant tout de suite. Et ensuite par exemple là je suis repassé en élec. Donc là ça va alterner tout seul. Donc on va voir les consommations lorsqu'on sera arrivé là dans une heure. Il reste 53 minutes encore et on se refait un petit débrief à ce moment là et ensuite on testera en sport sur Doudan. Hop là. Un truc, je vais vous le dire tout de suite aussi en sport parce que je l'ai testé hier avant la recharge. Par exemple là j'ai le mode Drive Profile Performance ou le Profile Cupra. Lorsque la batterie est chargée, la voiture va dans tous les cas privilégier le côté électrique même si vous êtes en mode Cupra. Pourtant le mode Cupra on se dit voilà c'est le mode où je veux que le moteur soit démarré tout le temps. Eh bien non, si vous êtes chargé, la voiture va faire en sorte qu'elle est quand même hybride même si vous êtes dans le mode le plus sportif qui soit sur cette voiture. Donc là j'ai la boîte en sport etc. Mais là par exemple, hop ça y est, j'ai relâché, je suis en mode Cupra mais la voiture est quand même repassée en élec. C'est le petit truc qui me dérange moi. J'aurais préféré lorsque je suis en Cupra que mon moteur soit toujours démarré pour pouvoir être sûr d'avoir tout le temps ma réactivité ou la sonorité et le tout qui va bien avec le mode Cupra. Par contre en élec ou autre, j'ai pas de son particulier. Allez, petit 0 à 100, donc là je pars à l'arrêt, c'est parti. Ouh, ça motorise bien, on sent beaucoup de couple. 30, 50, 60 et 100. C'est quand même assez rapide, en sachant qu'il me reste une petite réserve de batterie, mais je n'ai plus la totalité. Donc on ne sait pas exactement, mais je pense qu'on a quasiment quand même toute la puissance sur ce petit moment-là. Là donc, petite route ici à 70. Ah, là c'est 30, il va y avoir un petit stop, mais c'est assez agréable. Le moteur on l'entend peu, ok, c'est juste qu'un petit ralentissement ici. Station essence, très belle station essence. Et allez, ça repart. Donc niveau dynamisme ça relance bien, on a une voiture puissante. Vous me connaissez, moi j'aime bien me mettre les aides à conduite. 70. Donc là je suis à 1500 tours minute à peu près. J'entends légèrement qu'il y a un moteur qui tourne. Là, il me dit virage devant avec le régulateur prédictif. Il ralentit tout seul pour prendre ce virage à la bonne vitesse. Et ensuite, il réaccélère à 70. Donc régulateur prédictif, tout ça, c'est quand même assez agréable. Il tombe rarement des rapports également, puisque comme il y a le moteur électrique qui assiste avec énormément de couple, ça permet à cette voiture justement de ne pas avoir à devoir tomber des rapports tout le temps, puisque l'électrique va se dire non, plutôt que tomber un rapport, moi je t'amène du couple et on va motricer pour essayer de ne pas consommer trop, même si je vois que là pour le moment, là sur les quelques kilomètres que j'ai fait, la consommation est quand même assez haute, hein. Je m'attendais pas à ce que ça consomme autant que ça. Bon, ça fait que 3 km parce que j'ai remis à zéro, parce que tout ne s'était pas remis à zéro au départ. Ça paraît quand même assez gros. Après il y a eu le 0 à 100 aussi qui a demandé beaucoup de ressources, mais je me dis voilà, on peut se faire une accélération comme ça de temps en temps pour doubler. Donc ça fait une utilisation assez réelle et je vous débriefe de ça un petit peu après. Le moteur, on l'entend un petit peu. Niveau insonorisation c'est correct, mais le moteur, forcément, quand il y a un moteur thermique, on va l'entendre un minimum. Et un autre truc aussi, c'est que les palettes, par exemple, même quand je suis en élec, je peux jouer avec les palettes. Ça va jouer un petit peu avec la régénération électrique. Et par exemple, là, je me suis mis en manuel 1, en première en manuel.
Donc là, par exemple, je reste en première, je suis en élec. Donc ça veut dire que là, par exemple, je vais accélérer. Là, je suis à 24, 26, 30. Imaginons que je veux rester en première. Par contre, le moment où le moteur va redémarrer, et ben ça, je trouve ça vraiment dommage que la boîte ne comprenne pas que j'étais en élec et qu'il faille justement se dire il y a peut-être un petit problème là, chef. Par exemple là, regardez, là je suis en 3, je suis à 50, mais je peux me remettre en 2, 55 et ah non, ça va. Par contre, il veut pas le faire de sur-régime. Mais par exemple, il redémarre là, en fait, il va repartir très très haut tout de suite. Et ça, le fait que ça le fasse même pas, même lorsqu'on est en Cupra ou en dynamique, bah, je trouve ça un peu dommage parce que ça perturbe un petit peu. Après, à partir du moment où on arrive à un régime stabilisé en drive, à 70, 80, on entend juste toujours ces bruits de roulement comme je vous le disais hier. Et ça reste pareil. Voilà, il y a une route qui avait été transformée en circuit, je pense. Je viens de mettre le mode Cupra. Lorsque le moteur est démarré, écoutez. Petit truc artificiel comme il existait avant qui amène ce petit glou 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 assez sympa, mais quand je suis en élec ça le fait pas. Il faut absolument que le moteur se démarre pour avoir cette sensation. Alors dès que le moteur se démarre, c'est comme si on mettait un coup de clé, boum, et ça amène à ce moment là ce côté un petit peu plus fun. Alors, sur mon trajet pour en arriver jusque là en 1h03, 6 litres 9 de moyenne ici, 6 litres 4 ici, j'ai réinitialisé un petit peu après, donc au final ça s'est équilibré. Ouais, ok, pourquoi pas, ça a quand même bien monté, bien descendu, donc 6 litres 4, c'est pas mal. Au début j'avais un peu peur parce qu'on était monté sur des valeurs assez hautes, et au final, plus ça roule, plus ça va, donc je vais continuer, et en fin de journée, je vous fais un débrief total sur les consommations en général. Alors là, pour vous montrer vue compteur directement, par exemple freinage, la barre verte recharge, donc je suis passé en électrique. Lorsque je suis en électrique, j'ai la barre bleue de cette façon, donc on peut le voir quand j'arrive tout au bout, hop, et qui touche, il me redémarre le moteur. Comme vous pouvez voir, il y a les petits points boost à côté du D, et si par exemple je mets pied dedans full, je passe en bleu pour dire que je suis dans le boost, et donc là ça fonctionne, et quand je refreine, hop, je régénère de l'énergie. Et quand je réaccélère, là par exemple, hop, dès que la barre bleue est finie, on repasse en moteur thermique, et ensuite on a encore du boost, et le boost fonctionne quand même pas mal. Et regardez, là ça booste, 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 et on arrive quand même assez vite là. Il reste quand même toujours 5 points de boost. Bon, là je suis parti pour 47 km en route où c'est du 90, alors il y a des petits bouts à 70 de temps en temps, mais 47 km. Pour le moment, j'en suis une moyenne de 6 litres 9 aux 100 km, et je vous refais un petit débrief en arrivant à l'aéroport. Bah alors, direction Bologne, à l'endroit des pâtes bolognaises. Bref, moyenne à 6 litres 3 sur 131 km avec les petites routes. Et là, normalement, il y a peut-être un petit bout d'autoroute, je l'espère, pour rattraper et se faire un petit bout en voie rapide. Bref, en tout cas, pour le moment, à bord de ce Formentor, c'est plutôt pas mal. Moi, je suis vraiment content. Allez, on accélère, full gaz. Ce qui est bien, c'est que les 272 chevaux sont vraiment présents, et sur les réaccélérations, c'est vraiment pas mal. Allez, je me remets mon régulateur ici. Normalement, c'est 130 hein, sur l'autoroute. Donc, régulateur adaptatif 130. Moi, je lâche tout. Je laisse la voiture conduire. Donc, c'est comme en élec, régime stabilisé, le moteur est assez discret. J'entends surtout les bruits de roulement, comme en élec. Juste sur les phases d'accélération, on entend un petit peu les parties du moteur qui s'activent un petit peu lorsqu'on monte un peu dans les tours. Mais sinon, à 110, là, à peu près, ouais, tant qu'on a un régime stabilisé, le moteur reste assez discret. Là, on augmente petit à petit le rythme. Ça ralentit un petit peu parce qu'il y a pas mal de monde sur la route. C'est pas déconnant. Franchement, qu'on soit en thermique ou en électrique, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de différence.
Allez, je réaccélère pour aller me mettre à 130. Non, niveau bruit moteur, ça reste relativement bien contenu. Et j'entends juste les bruits de roulement et les bruits du vent qui sont peu présents. Franchement, même que ce soit au niveau des rétroviseurs ou du toit, bah, c'est plutôt pas mal. Bref, c'est une voiture qui donne envie de faire de la route. Là, on peut le voir en conso instantané, je suis aux environs 9 litres. Donc, à voir sur autoroute, mais je pense que sur autoroute, on sera aux alentours des 8,5 à peu près, puisqu'il va y avoir des petites parties à phase électrique en étant à 130 km/h. Mais sinon, 6 litres 4, ça me paraît être la bonne moyenne pour un mixte cumulé. Et je pense au maximum, si vous faites un petit peu d'autoroute en cumulé, ça fera un 7 litres. Bon, au final, me voici revenu avec tous les Formentor. Là, ils sont tous alignés juste ici. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce nouveau Formentor? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le look qui a évolué. Donc, les nouveaux feux, la nouvelle signature lumineuse à l'arrière, ces sièges carbone qui sont juste top. Et après avoir passé quand même pas mal d'heures à bord, je vous avoue que c'était pas inconfortable. J'ai fait plusieurs heures hier. J'ai fait quasiment 3h42 aujourd'hui. Ça vient de s'afficher. Plutôt agréable, très bon maintien. Le châssis est incroyable. Je m'attendais pas à ce que le châssis soit si bon, je me souvenais plus. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait un Formentor. Et encore, donc ça, c'est les versions PHEV. Il faudrait que j'essaye la version VZ à 333 chevaux. À mon avis, qui doit être incroyable. Mais en France, il va s'en vendre très peu. Ce qui va se vendre, c'est celui-ci, 204 chevaux ou 272. Si vous pouvez vous prendre le 272, prenez-le. Parce qu'on a de la puissance en plus, on a plus de couple, etc. Donc, forcément, c'est toujours un petit peu mieux d'en avoir plus. Et puis, enfin, ce kit VZ Extreme est quand même assez sympa. Et ça enlève quelques petites touches de chrome et toutes les options. Après, le meilleur choix, le 1,5 litre ITSI, si vous n'avez pas besoin de puissance et vous voulez juste une belle voiture, 150 chevaux, c'est parfait. Si vous voulez mettre ça sur la société, celui-ci, comme ça. Bon, voilà, si vous avez bien aimé cette vidéo, petit pouce bleu comme ça. Si vous avez d'autres questions, dans les commentaires. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être que je vous essayerai la Leon si ça vous intéresse. Vous me mettez dans les commentaires si vous voulez que je vous teste la Leon. Pour moi, le Formentor, c'était quand même voilà, le must-have. Bon, allez, à bientôt. Ciao.